Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde diffusée en direct du Palais des Congrès dans le cadre du Salon du Livre de Montréal. Je m'appelle Tristan Malavoie et j'avais très hâte à cette discussion autour d'un thème que je trouve très riche. Quel beau sujet pour une causerie avec des auteurs, des autrices que celui de la fuite. La fuite qui est à distinguer, je pense, de l'évasion, ou en tout cas de l'évasion récréative, on en parlera. En général, on fuit quelque chose de particulier. On fuit souvent la peur au ventre. En tout cas, on fuit parce qu'on ne peut plus supporter d'être là où on se trouve. Comment tout ça s'incarne en littérature? On va en discuter aujourd'hui. On va en discuter avec Valérie Garrel. Alors, Valérie Garrel, sa feuille de route n'est pas d'abord liée à la littérature, si je puis dire. Tous les chemins peuvent mener au littéraire. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Valérie Garrel a travaillé beaucoup dans le milieu des affaires, des chambres de commerce. Depuis quelques années, elle est très active comme coach et comme formatrice. Et en parallèle, il y a un projet d'écriture qui s'est enraciné et dont le premier fruit va voir le jour cette semaine. Je pense que c'est demain ou après-demain qu'arrive en librairie Rien que le bruit assourdissant du silence, son premier roman paru aux éditions, qui va paraître aux éditions Pleine Lune. Et puis ce roman est cadre en plein dans la thématique parce qu'on y fuit beaucoup. On y fuit notamment à travers des tableaux du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Valérie Garrel, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bienvenue ici. On a aussi parmi nous la chance d'avoir Hélène Dorion. Hélène Dorion que vous connaissez comme poète, comme romancière. Elle a fait paraître une vingtaine de recueils de poèmes, dont Sans bord, sans bout du monde, dont Ravir les lieux, que j'avais personnellement adoré. Il y a eu aussi Comme résonne la vie, c'est son plus récent, en fait, paru en 2018. Du côté des romans et récits, on lui doit notamment Jour de sable, Recommencement et Pas même le bruit d'un fleuve, sorti cette année aux éditions Alto. Alors, je ne donne pas la liste de tous les prix qu'Hélène a remporté parce que l'heure va y passer, mais j'en mentionne quand même quelques-uns. Des petits prix comme ça, comme le prix Alain Grandbois de l'Académie des lettres du Québec, le prix Mallarmé, qui est un prix important décerné en France. Il y a eu un prix du gouverneur général et puis l'an dernier, le grand prix Athanase David pour l'ensemble de sa carrière. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec. Hélène Dorion, bonjour. Bonjour, Tristan. Bienvenue ici. Merci. Pour compléter le trio de rêve, on a David Goudreau. Alors David, vous le connaissez, vous le connaissez bien maintenant comme poète, slameur, performeur, comme chroniqueur et bien sûr romancier. Si vous avez jamais entendu parler de sa série La Bête, c'est que depuis quelques années, vous vivez sur un autre continent, voire une autre planète. La trilogie La Bête, donc ça comporte La Bête et sa mère, La Bête à sa mère, pardon, La Bête et sa cage, Abattre la Bête. Trilogie rassemblant en 2018 sous le titre La Bête intégrale. Tout ça est paru chez Stanké. L'an dernier, toujours chez Stanké, paraissait Ta mort à moi, un autre grand succès. David a aussi fait 1000 autres choses. Il a 3 albums à son actif. Il a des collaborations avec Grand Corps Malade, avec Richard Séguin, avec Louis-Jean Cormier, dont une tout récemment. Il a des spectacles aussi à son actif comme Au bout de ta langue, Humour debout et Poésie drette, qui a fait un tabac un peu interrompu par la pandémie, mais qui était très bien lancé. Je n'ai pas encore donné sa plus grande qualité. David est aussi un gars de Sherbrooke. Si ce n'était que ça. C'est un gars de Sherbrooke qui le dit. Vous l'aurez compris. David, salut, bienvenue ici. Salut Tristan. Alors, la fuite. Wow, par où est-ce qu'on prend ça comme sujet, la fuite? Vous en parlez tous d'une façon ou d'une autre dans vos livres. Valérie Garrel, j'ai eu la chance donc de lire en primeur ce livre apparaître cette semaine. On y voit 2 étrangers qui se croisent dans les salles du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il y a Cassandra, il y a Antoine. Et à un moment donné, Antoine, ça va un peu surprendre Cassandra au départ. D'ailleurs, il va commencer à raconter l'histoire des personnages qu'on voit
dans certains tableaux. Alors, avec lui, on va entrer dans Benjamin Constant, Matisse, en fait, dans les tableaux de Benjamin Constant, de Matisse, de Pissarro, de Degas. On a donc des récits dans le récit. C'est extrêmement intéressant. Comment est née cette idée? Je pense que vous êtes vous-même une assidue du Musée des Beaux-Arts. Je suis une assez grande fan du Musée des Beaux-Arts, effectivement. Je trouve que les dernières années, ils ont développé tellement la collection et tellement les univers que c'est un grand plaisir. Et ça a été effectivement une forme d'inspiration pour moi. Et à vrai dire, l'idée est née d'un questionnement personnel de les gardiens des musées. Comment est-ce qu'ils s'occupent toute la journée, à part surveiller les salles, effectivement? Et je me suis dit, les gardiens doivent bien s'inventer des histoires dans leur tête, puis regarder les tableaux, puis s'inventer des histoires. C'est un petit peu parti de là. Et voilà, j'ai développé des histoires dans les histoires, effectivement. Puis ces histoires, elles sont inventées complètement ou vous avez retrouvé la trace d'histoires réelles de personnages qu'on voit chez Degas ou Je chez ne les suis autres? pas partie du tout de l'histoire des tableaux ni des peintres. C'est vraiment inventé. Je me suis plongée dans le tableau, puis je me suis dit, ce personnage, avant d'être pris en photo, entre guillemets, dans le tableau, là, c'est comme un instantané, avant d'être pris en photo, il avait une vie, puis après, il en a une aussi. Donc, on le voit juste passer dans un cadre, puis je me suis imaginé ce que ça pouvait être. Ben, vous avez beaucoup Je suis beaucoup d'imagination. amusée. Beaucoup d'imagination, c'est magnifique. C'est un côté conte des mille et une nuits, évidemment, parce qu'on a des histoires dans l'histoire et ça nous mène un peu partout dans le monde. Ce sont des histoires dures, bien souvent, des histoires où il y a des désillusions. Qu'est-ce que les personnages extérieurs, donc d'Antoine et de Cassandra, apprennent sur eux-mêmes au contact de ces récits? Cassandra, surtout, apprend à reconstruire sa vie. Cassandra a vécu une catastrophe, j'en dirais probablement pas plus parce qu'effectivement ça dévoile ensuite le personnage, et elle a besoin de se reconstruire, et petit à petit par les récits d'Antoine, je pense qu'elle sent qu'elle n'est pas seule, que d'autres, il se trouve que ça a été que des histoires de femmes, mais c'était pas voulu. Moi j'ai découvert l'expression de les personnages vous échappent. Donc les personnages m'ont échappé, ils m'ont raconté des choses et j'ai noté ce que les personnages m'ont raconté. C'était toujours des femmes. Et effectivement, je pense qu'elle s'est vue à travers ces portraits de femmes et elle s'est dit, OK, il est possible de continuer sa vie ou de se reconstruire à partir de là. C'est très réussi, c'est magnifique. Il y a aussi de la fuite abondamment dans le roman d'Hélène Dorion, pas même Le bruit d'un fleuve. Est-ce qu'on pourrait dire, Hélène, que ce roman, c'est un roman beaucoup autour de ces souvenirs qu'on préfère parfois fuir, mais qui tôt ou tard nous rattrape, que pas même Le bruit d'un fleuve, c'est au fond la fin d'une fuite qui va mener vers les origines et leur mystère. Oui, ça dépend sans doute à partir de quel personnage on regarde cette histoire. Du côté de Simone, la mère, effectivement, elle, il y avait une sorte de fuite, oui. Si on regarde du côté d'Anna, elle, au contraire, va vers elle-même. Donc, elle fait vraiment le chemin inverse, en fait, oui. Et puis, quel personnage t'est venu d'abord parmi elles deux? Simone. Ouais. C'est d'abord Simone, d'abord la mère, ensuite Antoine. Ça a été vraiment les deux îles principales, et l'archipel de personnages s'est construit à partir de là. Anna, pour avoir le point de vue principal, avoir la fille qui raconte un peu l'histoire de la mère, mais qui aussi va, elle, récupérer la part manquante à l'intérieur d'elle-même à partir de l'histoire de Simone, donc à partir de la mort de sa mère et de ses souvenirs, qui en fait sont ses propres souvenirs. Je pense que les gens auxquels on est reliés tiennent aussi à l'intérieur d'eux nos propres souvenirs. C'est un roman splendide qui nous emporte, qui nous entraîne comme un fleuve, c'est le cas de le dire, dans tous les sens. On va y revenir. Je complète un premier petit tour de table. David, ton personnage de Marie-Maude, j'aimerais qu'on parle de celui-là en particulier, dans Ta mort à moi. Sa vie est une sorte de fuite, en quelque sorte. Hein? Elle veut tout essayer, elle veut tout tenter, elle goûte à quelque chose, elle le fuit aussitôt. Parle-nous un peu de ce personnage, de ce que tu as voulu dire à travers elle.
Ben, en fait, c'est surtout une réflexion sur l'idée de la fuite géographique, la fuite à travers les substances, la fuite à travers les projets, versus l'incapacité à se débarrasser de soi-même. Donc, quelque part, elle cherche à tout expérimenter, à tout découvrir pour ne pas rester dans une blessure finalement fondatrice qu'on découvre quelque part dans le roman. Mais cette idée de la fuite, je crois, elle est très humaine et elle nous habite tous et toutes. Et un jour ou l'autre, on y va dans cette fuite-là, même inconsciemment. Et j'ai l'impression qu'il y a une force là au niveau littéraire fort intéressante. C'est quelque chose de... Qui contient un récit, juste dans l'idée de fuir. Déjà, il y a tout un récit qui peut se déployer. Et à partir du moment où on met un personnage qui est assez chargé ou qui a un arbre des possibles Oui, étendu. disons, riche, voilà, c'est très intéressant de voir jusqu'où on peut l'amener. Donc, moi, c'était beaucoup ça la réflexion. Puis en même temps, c'était aussi une réflexion par rapport à des grands écrivains, des grandes écrivaines qui m'ont marqué et qui ont choisi la fuite de plein de façons. Je pense à Leonard Cohen à travers des retraites dans des monastères, même Rimbaud à travers le monde. Donc, il y avait aussi cette idée de réfléchir à ceux et celles qui ont fui et de voir jusqu'où un personnage complètement fictif peut fuir. Voilà. Ouais. Il y a de multiples clins d'œil, d'ailleurs, dans le roman à d'autres créateurs, auteurs, autrices. Ça, c'était décidé d'emblée ou c'est en cours de route, en cours de chemin, tu t'es dit, je vais leur tirer un petit coup de chapeau à ceux-là? Ben, c'est en filigrane de tout le roman, puis c'était une volonté, en fait, c'était une espèce de déclaration d'amour à la littérature. Je l'avais fait, mais de façon très... comment je dirais, chargé d'humour dans La Bête, où j'avais toujours des citations, mais toujours mal attribuées. Alors que là, je me suis dit, je vais plutôt le mettre à l'intérieur du récit, dans le tissu derrière. Ceux qui reconnaîtront ces clins d'œil, tant mieux. Moi, je me considère pas du tout comme un expert, mais vraiment comme un amoureux. Puis, tous les livres que je cite à travers l'action, ce sont des livres qui m'ont marqué. Donc, je me dis, si quelqu'un a ces références-là, il sourit, s'y reconnaît, ben, ça crée une espèce de connivence, de partage, et en même temps, ça permet justement de mettre de la densité à ce personnage-là, donc une grande poète québécoise qui a vendu des millions de copies et qui, quelque part, cherche à être autre chose qu'elle-même. Mais le peut-on, tu sais? Elle est très, très incandescente. Elle est vraiment une grande intensité. Je lis quelques lignes qui sont précisément là-dessus. Je voudrais fixer le soleil dans le blanc des yeux, brûler vive, vivre quelque chose d'incroyable pour vrai, vivre à mort. Peut-être que j'irai perdre la prochaine guerre mondiale ou que je découvrirai l'origine des trous noirs intermédiaires ou que je dompterai une meute de grizzlies pour protéger mon ermitage ou que je serai la plus ravagée des prostituées de Los Angeles. Tout est possible, je me cherche encore. Me cherche encore, elle va se chercher longtemps. Nous cherchons tous. Je pense qu'il y en a qui le font avec un peu plus d'intensité. Moi, je pense que c'est à partir du moment où on arrête de se chercher qu'on se sclérose et qu'on meurt. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui cherchent à se réinventer, qui changent de carrière, qui se permettent des projets artistiques, scientifiques, qui se lancent en affaires, peu importe l'âge. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc, j'avais envie aussi de rendre cette espèce d'hommage-là. À vous trois, est-ce que vos livres, voire vos personnages, sont un petit peu comme des véhicules qui vous permettent de vivre certaines émotions plus fort, plus complètement, de vivre vos envies d'ailleurs, vos envies de fuite? Les voyez-vous comme des véhicules permettant d'aller plus loin que vous n'arrivez à le faire dans vos propres vies? Ben moi, c'était... pour moi, je dirais... Je vois pas ça comme aller ailleurs et fuir. Pour moi, on a tendance d'ailleurs à entendre le mot fuir comme quelque chose avec une espèce de connotation de ne pas faire face à quelque chose et de chercher un refuge, chercher à aller justement ailleurs. Pour moi, la littérature et l'écriture, c'est une manière d'apprendre à être ici, justement. Donc, peut-être fuir ce qui n'est pas nécessaire pour faire face à ce qu'il est, à une espèce d'essentiel, en fait. Donc, pour moi, mes personnages, c'est plutôt...
disons, d'essayer d'entrer dans leur lucidité, dans leur une manière d'être dans la conscience selon différents points de vue narratifs, si on parle d'écriture, et différentes expériences aussi, si on parle au niveau même de l'histoire, en fait. Ça a été le cas, en tout cas, pour Simone et Anna, dans la mesure où Simone est inspirée de ma propre mère qui a perdu un fiancé lors d'un accident sur le fleuve. Un pétrolier a percuté son voilier. Elle avait la jeune vingtaine, mais cet événement, même s'il a surplombé un peu la vie familiale, je m'étais jamais arrêtée à entendre la souffrance qu'avait pu vivre ma mère. Et à la mort des personnes qui sont proches, tout à coup, ils arrêtent d'une certaine manière d'être seulement notre père, notre mère, et là, ils prennent une ampleur d'être humain. Donc, pour moi, c'était d'entrer un peu dans sa conscience et d'essayer de voir le monde à partir de ce point de vue-là, mais pas pour se quitter. Moi, c'est l'inverse. Pour moi, écrire, c'est une manière de ne jamais me quitter, donc de jamais me fuir. Si on va vers un ailleurs, on va vers un ailleurs en soi qui attendait qu'on le visite. Je me demandais, l'idée de revisiter cet épisode donc familial, véritable, qui est à la source du livre, en effet, est-ce que c'est quelque chose qui t'habitait depuis longtemps ou ça a surgi comme nécessité? Oui, tout à fait. Ça a surgi comme nécessité. Le livre a pris racine avec d'autres personnages. Il y avait un autre personnage qui n'est plus du tout dans le livre. Et tout à coup, l'histoire, c'est un peu comme ça qu'on écrit des romans d'ailleurs. Hein? L'histoire, tout à coup, se déforme, se défait, se refait. Et tout à coup, je me suis retrouvée avec ce noyau central. Et c'est lui que j'ai voulu creuser. Donc, j'avais déjà, comme j'ai dit, Simone, Antoine, qui est le fiancé. Et ensuite, Adrien, les autres personnages qui sont venus, Anna, à partir de laquelle l'histoire se raconte, mais tout en allant aussi dans les autres points de vue narratifs. Donc, la phrase visite les autres personnages, bien sûr, et l'événement individuel rencontre un événement collectif, le naufrage de l'Empress of Ireland. Donc, c'est un peu des naufragés pour moi. Est-ce que quand on a des souffrances comme ça, entrer dans l'expérience du souvenir du naufrage, moi, je pense pas que ce soit une fuite. Je pense que ce sont des naufragés plus que des fuyants. Et même pour Simone, on pourrait penser qu'elle a fui dans un autre mariage, mais je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Je pense pas, en fait. Valérie, la littérature comme moyen d'aller au-delà de sa propre vie, plus loin, plus intensément? Sûrement. Plus loin sûrement, plus intensément, je ne le sais pas encore, mais je voulais faire du pouce sur la notion de fuite par rapport à Hélène. Effectivement, pour moi, la fuite, en tout cas telle que je l'ai décrit là-dedans, c'est pas une lâcheté, c'est une façon de se reconstruire, de se retrouver, un peu à la manière d'un animal blessé, il se retire pour panser ses plaies, pour lécher ses plaies, pour panser ses plaies, reprendre des forces, puis revenir à la vie, au combat de la vie, en ce qui concerne un animal peut-être. Et moi, c'était un peu ça, c'est qu'on entend souvent, mais ça sert à rien de fuir au bout du monde, tu vas emmener tes problèmes avec toi, tu vas emmener ton toit avec toi. Oui, mais être confronté au reste du monde et à ce que vivent les autres, il y a quelque chose de salutaire là-dedans. Et pour moi, ça a été aussi le milieu de l'art. J'ai envie de croire que l'art peut faire du bien, quelle que soit sa trajectoire de vie. Puis j'ai une vraie tendresse pour les trajectoires de vie atypiques ou pour les grandes résiliences, pour les gens qui frappent un mur dans leur vie, ou plusieurs, parce qu'on en connaît, et qui, quand même, malgré tout, retrouvent goût et redémarrent. Donc oui, c'est sûrement plus fort que ce que je vis moi en tant qu'auteur, mais oui, ça permet de creuser ces personnages-là. David? Moi, j'ai envie peut-être juste de compléter en disant que la fuite, c'est un pari, en fait, qu'on fait à chaque fois. Parce que s'il y a une fuite, forcément, on part d'un point A pour aller vers un point B ou un point inconnu. Et chaque fois, on fait le pari que ça nous amènera ailleurs, que ça nous amènera à mieux. Mais dans les faits, on ne le sait jamais. Et puis, je pense que la littérature, c'est une façon aussi d'explorer ces ailleurs possibles-là et de réfléchir sur nos propres envies de fuite ou les propres fuites que l'on a
auxquels on a cédé dans le passé. Donc, quand on envoie nos personnages d'une situation à une autre, à chaque fois, c'est un pari. Est-ce que la situation se détériore, s'améliore? Est-ce que le personnage se construit à travers ça ou il stagne? Et en littérature, ce qui, je crois, aide aussi l'introspection, c'est qu'on veut toujours tendre vers quelque chose d'autre, alors que dans la vie, souvent, on stagne un peu plus qu'on ne le voudrait. Et quand on écrit, quand on prend un personnage, à moins d'en faire vraiment une tétralogie interminable d'introspection, ce qui peut aussi être intéressant, mais sinon, on veut aller vers l'ailleurs et ça nous confronte à nos désirs d'ailleurs et nos anciens ailleurs. Et l'impression que la vie, finalement, est assez exiguë quand on la regarde de près. Hein, c'est Baudelaire qui écrivait qu'il est vaste le monde à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Il y a tous ces rêves, on regarde des cartes, on a envie de faire le tour du monde. On le fait dans sa tête déjà un peu. Puis finalement, nos vies sont quand même un peu plus étroites que ça. Si je peux rebondir là-dessus, Baudelaire aurait pas pu connaître ça, mais je trouvais intéressant quelqu'un qui soulignait qu'avec Google Maps, on peut voir partout sur la Terre et la première chose qu'on fait, c'est vérifier son adresse. Donc, ça va un peu dans le même sens. La table ronde précédente était sur le deuil. Je ne veux pas qu'on retourne nécessairement dans cette thématique, mais c'est quand même central dans le livre d'Hélène, dans le tien aussi. La littérature est à tout le moins un espace pour parler de ça, le deuil. Ce sujet dont on parle souvent mal, rapidement entre nous, c'est une boîte qu'on referme vite, le deuil, dans nos échanges avec les autres, alors qu'à l'intérieur de nous, c'est une boîte qui met bien du temps à se refermer. Oui, ça, c'est souvent un lieu... C'est pas une boîte, d'ailleurs. L'image n'était pas bonne. Mais ça, c'est vraiment un lieu souvent de fuite, justement, où fuir le deuil. Et pour moi, en fait, le deuil, c'est plonger dans la sensation de la perte, mais avec une précision, et c'est ce que permet la littérature et l'écriture, d'ailleurs. C'est d'entrer de manière presque chirurgicale dans la sensation, dans l'expérience, en fait, du deuil et de la perte. Et je pense que là, l'écriture, si elle ne répare rien, permet à tout le moins de transformer. Et la transformation est déjà une forme de réparation. À mon sens, c'est la seule possible, d'ailleurs, parce que même aller à la quête de soi, c'est jamais, évidemment, à l'extérieur qu'on va se trouver. Et c'est pour ça qu'effectivement, on ne se déplace jamais soi-même qu'à l'intérieur, donc dans cette transformation. Peut-être rebondir là-dessus par rapport au deuil, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi dans mon ancienne vie de travailleur social. J'ai accompagné des enfants endeuillés, des adultes et tout. Puis il y a une réalité qu'on voyait, qu'on expliquait, mais surtout qu'on ressentait quand quelqu'un tombait dans ce piège-là. Et je crois moi-même y être tombé à l'occasion, mais de ne pas vouloir vivre son deuil, de le fuir, on ne fait que le différer. Et parfois, ça devient quelque chose de très diffus, très difficile, qui va miner notre vie, qui va miner nos relations. Tout devient plus compliqué quand on fuit ces deuils-là, alors que toute vie humaine sera constituée en partie de deuil. Il faut abandonner plein de choses en cours de route, puis quand on ne va pas toucher à l'émotion, qu'on ne la transforme pas, comme disait Hélène, ça nous habite plus longtemps et de façon plus compliquée, j'ai l'impression. Pour le coup, c'est intéressant que tu mentionnes que fuir le deuil peut rendre la vie compliquée, parce que pour le coup, ton personnage de Dolores la douloureuse, elle le fuit pas, elle est obsessive du deuil et elle rend la vie très difficile aussi. Donc elle est dans l'extrême inverse de non, elle veut absolument pas le rester. Exactement, elle veut absolument pas le refermer son deuil. Ouais. Oui, mais c'est très peut-être atypique. À l'opposé, effectivement, très atypique. Atypique par rapport à la courbe du deuil Kubler-Ross qu'on connaît, là, mais oui, c'était très intéressant. Très bonne remarque. David, on pourrait dire aussi qu'avec Ta mort à moi, tu fuis certains codes romanesques. Hein? Tu t'es quand même permis une forme très, très, très éclatée, une trame principale entrecoupée de pages de journal et ainsi de suite. Tu as voulu te mettre en danger avec ce livre-là. Ben absolument, puis c'est l'idée, donc après justement le succès de La Bête, d'essayer quelque chose d'un peu plus ambitieux d'un point de vue littéraire. Je voulais présenter une forme particulière, donc on est vraiment au moment précis où un biographe se demande s'il va remettre ou pas son manuscrit, il a remanié l'ordre des chapitres et on se retrouve avec ce document-là finalement entre les mains, avec des factures de Canadian Tire, des notes de journaux intimes, des rapports de la GRC, puis
ça nous permet de nous faire une idée finalement de l'histoire. Et je dirais, pour moi, d'un point de vue d'auteur, j'ai l'impression que ce livre-là, c'est l'exercice inverse de la fuite, c'est-à-dire qu'il y avait de la demande pour poursuivre avec la bête ou j'aurais pu aller dans quelque chose peut-être de plus confortable. Puis je me suis dit non, je vais vraiment tenter quelque chose de différent. Et moi, je suis très, très satisfait du résultat. L'accueil est bon aussi, mais ça a été très angoissant. Puis j'ai l'impression que pour faire un lien avec le thème, dans la fuite, il y a de l'angoisse, mais il y a aussi une grande angoisse à faire face aux défis, puis à faire face à soi-même à quelque part, puis à ses limites, puis à tenter de les surpasser. Parfois, elle est là aussi, l'angoisse et la volonté de fuir. Donc, ça a été un moment qui a été plus long à écrire, qui m'a demandé plus de travail. Il y a des moments où j'ai voulu abandonner ou prendre des raccourcis, peut-être me faciliter la tâche un peu, mais... Revenir à une forme un peu plus classique, absolument. Rapiécer davantage? Absolument. Ouais. Puis finalement, j'ai essayé d'aller le plus loin que je pouvais là-dedans. Puis je suis heureux du résultat. Puis ça m'a inspiré d'autres projets aussi. Mais il y a quelque chose qui effectivement est confrontant quand on décide de ne pas fuir. Et la fuite, parfois, puis c'est peut-être là le paradoxe, la fuite, elle est parfois dans les chemins connus. C'est facile de fuir sur un trail qu'on connaît déjà, dans le sens, pour moi, la fuite, le danger, c'est qu'on n'apprécie pas mon prochain roman ou qu'il ne trouve pas son lectorat. Donc, je vais fuir dans une recette ou une façon de faire que j'ai éprouvé qui fonctionne. Ouais. Alors, la fuite, ça peut aussi être les chemins qu'on connaît déjà. Alors que je me suis dit, non, je vais pas fuir vers ce que je connais, je vais tenter autre chose, je vais aller dans l'inconnu, puis advienne que pourra, finalement. Hélène Dorion, quand on a une feuille de route comme la tienne, Hélène et David, en passant, je vous tutoie beaucoup, j'en suis conscient, mais on se connaît de longue date. Valérie, on se connaît d'aujourd'hui, donc... Il apprendra. Exactement, j'en suis pas encore là. Quand on a une feuille de route comme la tienne, aussi étoffée, autant de succès, de lecteurs, de lectrices, c'est un enjeu, arriver à se renouveler, repenser son travail. Comment est-ce que tu vis cet enjeu-là? Bonne question. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment de faire en sorte que chaque livre soit un pas vers moi-même, vers cette démarche humaine qui est pour moi l'écriture. Et c'est à ça que j'essaie de répondre dans l'écriture. Donc, évidemment, j'ai écrit 20 ans de poésie avant d'avoir un premier roman. Donc, les contingences extérieures n'entrent pas dans ça. Et pour moi, de toute façon, c'est pas pour ça que j'écris. J'écris pour défricher un chemin intérieur. Et si ce chemin-là peut trouver une résonance chez des lecteurs, j'en suis très heureuse. Si ça peut les accompagner dans leurs propres questionnements, leurs propres interrogations, leur propre manière de vouloir se transformer le monde dans lequel on vit. Pour moi, c'est dans cette perspective-là, particulièrement pour Pas même le bruit d'un fleuve. J'ai voulu écrire le livre que j'avais envie d'écrire, sans vraiment m'occuper sans m'occuper de l'accueil, sans même savoir si à la fin il allait être publiable ou non. D'ailleurs, je l'ai pas du tout relu au moment où je l'écrivais. Je l'ai relu longtemps après l'avoir écrit, simplement pour le plaisir d'écrire. Pour moi, la seule chose qui compte au bout des années, au bout de ce qu'on peut appeler une carrière, c'est ce plaisir-là d'écrire et ensuite, la joie que ça puisse trouver une résonance. Mais se donner à soi-même le plaisir d'écrire et ne faire que ça, de dire quel livre ai-je à écrire maintenant, à ce moment-ci de mon cheminement. Et de répondre à cette question-là, sans aucune pression. On enlève tous les fantômes, on enlève tous ceux qui viennent dire c'est pas très bon, c'est pas ça que tu pourrais, que tu devrais, et aller simplement sur ce chemin-là et le défricher. Moi, il est là, mon plaisir. Est-ce que c'est pas toujours comme ça qu'on devrait écrire, hein? Mais c'est vrai que, c'est pas toujours évident d'évacuer tous ces fantômes. Mais je pense que ça fait partie de notre travail d'artiste parce que sinon, on devient trop vulnérable à des choses
qui dépendent pas du tout de nous, finalement. Est-ce qu'on va aimer ce livre-là? Est-ce qu'il va être aussi bon que le précédent? Est-ce qu'il va résonner à ce moment-ci, au moment où il est publié? Puis on l'a vu au moment où les livres sont publiés, tout à coup, pour certains livres, il y a une pandémie. Mais qu'est-ce qu'on peut à ça? La seule chose qu'on peut, c'est, il me semble, faire ce qu'on a à faire, aller le plus loin possible dans notre démarche d'écriture, expérimenter comment la langue peut travailler à l'intérieur de nous et aller vers ce qu'on ignore de nous-mêmes et de ce chemin extraordinaire qui est la création. Donc forcément, pour moi, c'est d'aller vers un chemin que je défriche à mesure avec les mots. Sinon, j'imagine qu'on peut se dire on arrête après tant de livres ou après tant de prix ou après tant de lecteurs. Sinon, c'est quoi le chemin? Il n'y a pas de... Pour moi, le seul chemin, c'est de creuser à l'intérieur. On boit ses paroles et on prend des notes. Absolument, c'est intéressant. Puis peut-être juste une petite réaction, mais pour en avoir discuté avec Hélène, non seulement du processus d'écriture de son dernier livre, que je trouvais super intéressant, le courage, le grand jet, laisser aller, voilà tout ce qui monte, mais il y a aussi la question d'accepter l'ambiguïté par rapport à ses propres œuvres au moment où on a envie de les écrire, pourquoi on les écrit. Des fois, c'est des années plus tard. Moi, il y a des poèmes que j'ai écrits que je relis 3, 4, 5 ans plus tard, puis je me dis, OK, c'est de ça dont je parlais, ou c'est ça que je vivais finalement. Donc, il y a une part aussi, oui, chercher à se comprendre puis à se découvrir, mais aussi accepter la part d'ambiguïté que peut-être qu'il y a quelque chose qui veut monter, qui veut être écrit, puis qu'on ne sait pas exactement pourquoi c'est ça à ce moment-là, mais à l'accepter puis y aller aussi, là. Bon, on ne le sait jamais, en fait, pourquoi exactement à ce moment-là. Le livre va répondre des fois des années plus tard, effectivement. Tout à fait. Valérie Garrel, vous qui êtes au tout début de ce chemin d'écriture, comment est-ce que vous recevez, comment est-ce que vous entendez ces beaux conseils? Je vais essayer de garder en tête écrire et ne pas se relire et laisser aller parce qu'il y a une liberté, il y a une fluidité là-dedans qui est pas facile, je pense, à acquérir. Moi, je remanie beaucoup. Là, je travaille sur un autre texte et puis ça change de forme à peu près tous les mois là, parce que j'explore, j'invente, j'aime casser les codes un petit peu. Je me suis fait piéger par celui-là au moment où j'ai décidé c'est bien, tiens, il y a 2 personnages, il y en a un des 2 qui va pas parler. Là, je me suis dit c'est le fun comme contrainte d'écriture. Ça a été longtemps la contrainte là, parce que j'avais pris une décision qui était juste une contrainte, quelque chose qui m'obligeait à travailler dans un cadre. Et j'aime bien casser les codes, effectivement. Est-ce qu'on est toujours dans les récits imbriqués avec ça sera pas long, Hélène, avec le prochain suivant? Qui s'en vient? Non. Non? OK. Non, on change tout. Manifestement, ça a été très excitant pour l'imaginaire. C'est passionnant. C'est ouais. Ces histoires dans l'histoire. Hélène? Je voulais juste préciser, je me relis. Mais dans l'écriture, cette liberté, là, ce que vous dites, ce mot liberté est tellement important. Je pense que quand on est artiste, c'est le mot qu'on aime le plus, c'est le mot le plus important dans la création. Je me relis, mais après, une fois que j'ai justement un premier jet, oui, et longtemps et attentivement, et là, le travail commence. Mais la liberté de créer et d'aller vers le livre qui veut s'écrire. Oui, c'est ce que j'avais compris, effectivement, Merci. mais juste de laisser... Non, bien sûr. Bien sûr, mais juste de laisser la petite voix de côté un moment. Oui, c'est ça. Et dire, écoute, c'est ça que j'ai envie de raconter. Oui. Est-ce que c'est bien raconté? Est-ce que ça va se tenir? Est-ce que ça va être utilisable? On s'en fout à ce stade-là. Oui, voyons voir ce qui va sortir. Puis après, on a de la matière brute. Et là, avec cette matière, effectivement, on peut travailler. Ou la laisser brute, d'ailleurs. C'est joli aussi, des fois. Valérie, qu'est-ce que vient combler la littérature dans une vie qui est par ailleurs riche de beaucoup de choses déjà? Parce que vous êtes quelqu'un d'occupé et vous avez une vie pleine déjà, mais... Oui, puis je lis beaucoup aussi. Je ne le sais pas. Ça permet de voyager, effectivement. Ça permet de faire des choses que je n'aurais pas le temps de faire dans ma vie. Donc, j'imagine que je peux les inventer par écrit. Qu'est-ce que ça vient combler? Ça vient ralentir le rythme. En ce qui me concerne, justement, ma vie est un petit peu trop active et trépidante. Ah oui? Donc, ce moment penché sur la page ou sur l'écran, c'est un ralentissement de tout ça? Oui. Puis j'ai même été à réécrire à la plume là, cette année en me disant l'ordinateur, j'en peux plus. On est tous hyper connectés en permanence. L'ordinateur sert de travail pour voir des films, pour parler à la famille à l'autre bout du monde. Et puis...
C'est ça. Je suis revenue au papier et à la plume pour cette espèce de lenteur. C'est ça. Il y a zéro contrainte. On y va avec le flux de la pensée. J'ai deux poètes qui sont aussi romanciers sur le plateau. C'est un sujet qui m'intéresse un peu. Comment est-ce que vous distinguez... Donc, 3. Oui, en fait, on est comment trois. Comment est-ce que vous distinguez l'un de l'autre? Bon, ton dernier roman, Hélène, incorpore la poésie, on peut le dire. C'est deux parties du cerveau qui fonctionnent simultanément, séparément l'une de l'autre ou pas? Non, je dirais c'est deux parties qui dialoguent constamment, en fait, ensemble, parce que la poésie, je pense, c'est beaucoup plus, on le sait, qu'un genre littéraire. C'est une manière non seulement de voir le monde, mais aussi d'entendre la langue. Donc, pour moi, j'arrête jamais d'être poète, même quand j'écris un roman. En même temps, dans ce roman, si la poésie prend quand même une place importante, peut-être qu'elle empêche justement d'aller vers la fuite parce qu'elle permet d'ancrer les personnages dans une démarche de sens aussi. Donc, je demande à certains moments, est-ce que la poésie peut nous sauver du naufrage? J'ai évidemment pas de réponse, mais je pense qu'elle peut nous accompagner autant dans les chutes que dans les moments, les remontées. Mais pour moi, dans l'écriture, en tout cas, évidemment, c'est deux écritures complètement différentes. Dans ce roman, j'ai aussi écrit des poèmes, qui sont les poèmes de Simone, mais c'est complètement différent. Peut-être que l'écriture poétique est au cœur d'une sorte d'éprouvette, et c'est un peu le précipité de langage qui est dans le fond de l'éprouvette, alors que le roman, il y a une forme de distance et un mouvement sans doute beaucoup plus grand. C'est d'ailleurs, bon, pour moi, le passage par la phrase d'un point de vue narratif, d'un personnage à l'autre, ça, j'ai eu vraiment, pour moi, c'était un mouvement très différent de celui de la poésie qui se passe vraiment, c'est presque creuser un puits, et on trouve une petite goutte d'eau, et après une petite goutte d'eau, une petite goutte d'eau. Tandis que là, il y a quelque chose de beaucoup plus large au niveau du travail du langage. Mais peu importe ce que j'écris, essai ou roman, c'est quand même, je perçois la langue en poète, et je perçois forcément le monde en poète. David? C'est intéressant. Je voudrais réagir à les propos de mes deux collègues. En fait, j'ai beaucoup aimé l'idée que l'écriture, puis même la lecture probablement aussi, c'est un moment de ralentissement, c'est une façon aussi de s'arrêter. Puis pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très révolutionnaire encore aujourd'hui par la littérature, parce que quand on prend le temps d'écrire un texte qui est destiné à être publié, on le sait que ça se fera pas comme une réaction Twitter, que ce sera pas, même si on se colle à l'actualité, on n'y sera pas dans l'instantanéité. Puis ça fait du bien, ça, de sortir de l'instantanéité, puis ça fait du bien aussi de lire parfois des classiques ou vraiment des textes d'une autre époque pour se rappeler qu'il y a de l'intemporel et qu'on peut parfois sortir de ce flot absolument exténuant parfois du quotidien. Donc là-dessus, on se rejoint beaucoup. Puis par rapport à mon amie Hélène, on se rejoint, mais on diffère aussi, ce qui fait la richesse des relations. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment deux temps différents, la poésie et le roman, pour répondre aussi à la question. Parce que, oui, il y a l'idée du langage, mais moi, je vois beaucoup plus le langage comme le matériau premier, comme une façon effectivement de voir le monde. Mais pour moi, le langage, quand il passe par le prisme de la poésie, c'est peut-être là où je suis plus viscéral, puis davantage dans une écriture, pas pour moi-même, une réflexion sur moi-même dans quelque chose de vraiment plus profond, plus personnel, alors que pour moi, le roman, c'est vraiment encore un gros terrain de jeu. J'ai l'impression que la poésie est beaucoup plus dans l'introspection, alors que le roman, là, je suis dans la relation, et quand j'écris un roman, j'ai toujours, moi, le lecteur ou la lectrice en tête, puis je suis vraiment dans une espèce de dialogue un peu étendu dans le temps, un peu différé, mais quand même dans l'intention de faire réagir l'autre, puis d'entamer une discussion. Puis est-ce qu'il ne faut pas se méfier un peu du poète en soi? J'aime beaucoup l'idée qu'on est poète, quel que soit le genre qu'on aborde, mais dans le genre romanesque, en tout cas moi, pour m'être déjà fait poser une question un peu semblable, je réponds souvent que comme romancier, je me méfie un peu du poète en moi, parce que le poète, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça néanmoins,
Hélène, le poète, il a l'habitude d'essayer de faire tenir un monde dans une phrase, alors que dans le roman, si on se met à faire ça avec chaque phrase, c'est forcément trop lourd. C'est vrai, c'est un apprentissage. Effectivement, je me souviens, le premier que j'ai écrit, je me suis retrouvée avec un texte, il y avait peut-être 50, 60 pages, et là, il fallait que j'ouvre des portes parce que j'étais habituée à cette concentration, justement. Et là, tout à coup, le roman me permettait d'ouvrir tout ça, d'ouvrir des fenêtres, des portes, de décrire l'horizon qu'il y avait derrière la fenêtre. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le roman, c'est que je peux quand même me promener beaucoup plus largement. Ça permet ça, des digressions, tandis que la concentration du poème ne permet pas vraiment. Même chose pour des temps un peu plus faibles. Je ne sais pas si j'en crée vraiment. Je ne suis peut-être pas encore rendue là dans l'écriture du roman comme tel. Mais oui, effectivement, il faut peut-être qu'on relâche une certaine tension. Il n'y a pas de relâchement de tension dans un poème, alors que le roman en a vraiment besoin. Donc, oui, c'est vrai. Mais je trouve, cela dit, une parenthèse, que dans ton roman, je ne sais pas s'il s'est méfié, mais on sent quand même le poète dans la phrase. Il y a quelque chose, je trouve, une forme de densité qui travaille dans les romans écrits par des poètes. Quelque chose qui tient peut-être et bien sûr à un rapport à la langue, qu'on travaille par ailleurs très différemment dans la poésie. En tout cas, pour la forme. Et le rythme aussi, probablement. Le rythme, souvent. Le rythme, c'est en tout cas, ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci, merci Hélène. Valérie, quels sont vos modèles d'écriture, j'ai l'impression, en vous lisant, David a dit, il ne faut pas hésiter à retourner lire les classiques, tout ça, les livres un peu d'une autre époque. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de merveilleusement anachronique dans votre roman. Non, mais je le dis pas, c'est pas du tout péjoratif. C'est vrai qu'on retrouve un peu de la beauté des grands récits du 19e siècle, un peu de Conte de Monte Cristo, un peu de... Qu'est-ce que vous lisez, vous? Je lis pas tant de classiques, je lis quand même beaucoup de littérature contemporaine, mais de temps en temps, effectivement, je prends plaisir à retourner chercher d'autres écritures. Je pensais tout à l'heure, tu parlais de classiques, je pensais à Mademoiselle de Maupin, de Théophile Gautier, qui est une écriture quand même pour nous maintenant, actuellement, quand même très ampoulée. Mais le thème de cette histoire est étonnamment moderne, il est intemporel effectivement, et donc j'aime bien retrouver derrière des écritures très riches des thèmes qui sont encore les mêmes, qui sont le quotidien de chaque humain à n'importe quelle époque. Et j'aime particulièrement les auteurs qui vont chercher de la richesse dans le vocabulaire. J'avoue que j'aime me faire surprendre par des mots que je ne connais pas et que je suis obligée d'aller chercher en me disant « Ah, tiens donc, c'est bien joli ça ». Il y en a quelques-uns dans votre roman, puis c'est aussi un roman où on apprend beaucoup de choses, sur l'histoire de l'art, mais sur... on apprend. Mais ça m'a demandé beaucoup de recherche parce que je circule dans des univers géographiques et temporels très différents. Et là, je me suis ramassée, c'est ça, quand on se ramasse à la bataille de Breda dans les Pays-Bas, il faut aller voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler, les tensions à ce moment-là. Donc, beaucoup, je plonge beaucoup dans les recherches, j'avoue. Je vous ai écrit un mot sur Facebook tous les trois hier soir. Je vous ai demandé de penser à une lecture que vous avez faite cette année, en cette année pandémique, où la lecture a pris peut-être encore plus d'importance que d'habitude. Et pour, c'est ça, nous présenter un livre qui a été une fuite, peut-être, pour être dans le thème, une fuite particulièrement marquante cette année. David, peut-être? Moi, je suis en train de me taper dans l'ordre les chroniques du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay. Et c'est une redécouverte, une découverte. J'avais lu du Tremblay, mais de façon assez désordonnée. Puis là, vraiment, je retraverse et je trouve que c'est écrit avec génie. C'est bon, le langage est riche, truculent. Puis, ça se passe il n'y a pas si longtemps. Ça se passe il n'y a pas si loin et pourtant j'ai l'impression vraiment d'entrer dans un monde, de voyager. Donc je sais que Michel Tremblay a sorti un tout nouveau roman et je m'engage à ne pas le lire avant longtemps car je revisite ses classiques. Certain que ça le touche beaucoup. Hélène? J'ai lu La voisine de Michel Tremblay à Key West. Voilà. Marie-Claire Blais. Petite cendre ou la capture. Et on n'est pas très loin de la fuite, effectivement, parce que quand on fuit, c'est sans doute qu'on se sent captif. Et le roman de Marie-Claire, qui est sorti lui aussi début mars,
Pour moi, c'est un livre absolument magistral, comme toute l'œuvre de Marie-Claire Blais. Mais dans celui-ci, je pense qu'il nous raconte les 8 mois qui ont suivi mars 2020. On a au centre de ça un personnage, Grégoire, qui est devant un policier. Et Grégoire, un noir, un policier blanc. Et il y a Petite Cendre, un travesti. Ça se joue avant l'aube, quelques heures avant l'aube. Et ce triangle va se dénouer à partir de, évidemment, toutes sortes de tensions que met en jeu l'écriture de Marie-Claire Blais. Le racisme, l'homophobie, le féminisme, toutes ces questions, en fait, qui, depuis mars, ont explosé et nous obligent à réfléchir, à poser des questions, à se positionner. Et pour moi, quand j'ai lu ce roman, comme tous les livres de Marie-Claire Blais, elle dit à la fin, il va falloir qu'on trouve une manière de retrouver notre humanisme. Et je pense que c'était pas si loin, on en est là. Donc, pour moi, c'est une écrivaine visionnaire, Marie-Claire, et elle le montre encore avec ce roman absolument magnifique et, je dirais, nécessaire, vraiment nécessaire comme lecture. C'est autant la vie individuelle que la vie sociale, que la vie collective, universelle, l'écologie. Il y a même, évidemment, une épidémie qui va surgir. Je pense que c'est une lecture essentielle, moi. Pour l'avoir lu, je suis tout à fait d'accord. Et puis tout ça est tissé ensemble, tissé assez serré. Hein? C'est vraiment un monde. On parlait tout à l'heure d'écriture sans compromis. Une écriture qui ne cherche pas d'abord à plaire, à s'inscrire dans un courant. Marie-Claire Blais, c'est Marie-Claire Blais. Absolument. Et elle vit de cette manière-là, bien sûr, c'est-à-dire complètement dédiée à son travail d'écrivain. Et à chaque livre, elle se demande, bon, où dois-je aller maintenant? Et elle va là où il faut. Et c'est comme si elle regardait le monde à travers un prisme qui est celui de la langue, mais qui est aussi celui d'une vision de ce qui va arriver. Valérie, lecture marquante de cette année pandémique? Mais moi, j'ai profité de la confiance que Marie-Madeleine Raoult des éditions de la Pleine Lune me faisait pour découvrir son catalogue et aller puiser un petit peu dans ses autres auteurs. Et j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Salah Ben Labed, qui est d'origine algérienne et qui raconte l'itinéraire d'un journaliste venu d'Algérie à Montréal, son exil. Là, je suis dans les thématiques de recherche sur l'Afrique, l'exil, colonisation, décolonisation. Donc, ça m'a beaucoup intéressé son point de vue aussi. On a l'impression d'écouter ses confidences d'un immigrant ici et du retour sur son pays, cette nuance ténue de ce pays qui n'est plus tout à fait le mien et ce nouveau pays qui n'est pas encore tout à fait le mien. Et cette ambiguïté d'être un petit peu entre les deux et de se sentir ni chez l'un ni chez l'autre, finalement. J'ai trouvé ça assez touchant. Merci Valérie, très belle réponse. Les 15 dernières minutes de cette heure d'entretien sont consacrées aux questions que nous envoient les gens qui sont à l'écoute actuellement. Et on parle de pays lointains. Tiens, je vais peut-être commencer avec une question qui nous arrive en direct du Liban. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui nous écoute du Liban. Anne-Valérie, qu'on salue. Bonjour au Liban. Les auteurs tristes ont-ils, elles, voulu fuir un certain mal-être en écrivant? Alors, c'est vraiment lié au sujet, au titre de cette causerie. À quel point l'écriture est-elle une solution à ce mal-être et peut-elle vraiment y remédier? Est-ce que quelqu'un peut se lancer? David? Oui, oui. Oui. Je dis oui à tout. Je renchéris, oui. Mais je pense que oui, si je peux élaborer une phrase ou deux. Moi, je pense que c'est Faulkner qui disait il n'y a personne au monde avec une bonne santé mentale qui va se lancer dans l'écriture d'un roman. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense qu'il faut avoir et une grande énergie et ou de grandes carences pour se lancer dans un tel projet aussi dangereux qui nous expose autant à nous-mêmes et au monde. Donc, probablement, oui, que cette espèce d'anxiété qui m'habite depuis l'enfance est apaisée par l'écriture et je dirais que pour moi, il n'y a pas vraiment de meilleur moment dans ma vie que celui où j'arrive à la bonne phrase et parfois ça prend une semaine de travail pour avoir cette phrase-là qui me comble, mais ça me comble pour vrai. Ça, puis mes enfants, je dirais que c'est à peu près ce qui est le plus efficace. Donc oui, à tout ça, mais avec le sourire. Tout à fait d'accord, oui. Je pense que c'est aussi
c'est un lieu où on manifeste notre intensité aussi, l'écriture. Hein? On met vraiment tout ce qu'on est, tout ce qu'on souhaite devenir aussi dans l'écriture. Et en ce sens-là, je pense, moi, je ne divise pas entre mal-être et bien-être, mais plutôt en termes, je l'ai dit tout à l'heure, de mouvement, d'avancée, de transformation. Donc, cette réparation, pour moi, vient de là. Oui, il me semble. C'est un mouvement. L'important pour moi, c'est d'être vraiment en mouvement. Et l'écriture me permet d'être en mouvement, d'aller vers ce que j'ignore. Et moi, c'est ce que j'aime, aller vers ce que je ne sais pas. Donc, évidemment, je ne suis pas l'écrivaine avec des plans et tout ça. Oh, ouais. Mais oui, d'aller vers ça et d'explorer et de ressentir, que ce soit mal-être, bien-être, faire l'expérience de la vie humaine, c'est tout ça. On a tendance des fois à dire, bon, pas ça, ça oui, ça non. Pour moi, je pense que comme écrivain, on doit faire l'expérience de la vie humaine, de la condition humaine, avec tout ce que ça veut dire, et ça en fait partie. Valérie, une réponse? Oui, pour le coup, je ne sais pas, je suis probablement inconsciente de ma mauvaise santé mentale, mais moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui a le sens de la formule. Éric Emmanuel Schmitt avait dit un jour, on écrit des livres qu'on n'a pas trouvé à lire. Et moi, pour l'instant, je suis dans cette démarche-là. J'aimerais lire quelque chose qui se passe à tel endroit ou qui se passe à telle époque. Puis, comme je ne l'ai pas trouvé sur les rayonnages, mais qu'il existe probablement sous une autre forme, tiens, c'est un peu ludique pour l'instant encore. J'imagine que le côté thérapeutique ou équilibre se fait malgré moi. J'imagine. Belle On réponse. peut quand même avoir une bonne santé mentale. Il ne faudrait pas non plus prendre ça comme un prérequis. Là. Il y a des gens qui vont très bien, qui écrivent très bien. Pas ça personnel. Mais ils sont rares. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'irrationnel. Il y a quelque chose d'un peu irrationnel de se lancer dans ces grandes aventures. C'est vrai pour connaître aussi cette impression à un moment donné, à mi-chemin à peu près, bien souvent. Que suis-je venu faire dans cette galère? C'est que ça devient tellement... Enfin, ça nous mène loin de chez nous, puis loin de nos habitudes. Et il y a un vertige, en tout cas. Il y a un vertige. Il y a autre question, c'est pour Hélène. Allais-tu ajouter quelque chose? Non? Je disais que ce vertige-là, il faut apprendre à l'apprivoiser et je dirais à l'aimer profondément pour pouvoir trouver le plaisir dans ça. Hélène, question pour toi, justement. Hélène Dorion peut-elle expliquer le titre de son roman? Pas même le bruit d'un fleuve. C'est vrai qu'il y a un beau mystère dans ce titre. Y a-t-il un lien entre le silence, bruit et la fuite? Belle question. Alors, le titre pour moi était un peu en résonance aux autres titres de chapitres que j'ai. Ça, c'est un passage d'un vers d'Yves Bonnefoy, en fait. Et effectivement, je voulais jouer entre le silence et le bruit assourdissant. Le fleuve, pour moi, c'est à la fois un lieu de grande beauté, de grand calme quand on regarde, bon, évidemment, ces paysages un peu bucoliques, un coucher de soleil, mais à la fois, en tout cas dans mon roman, le fleuve est un personnage qui va avaler tous les autres, donc qui va être lieu de naufrage, qui va être lieu aussi où les noyés vont reposer, seront parfois même pas retrouvés. Donc, en fait, c'est un peu pour moi, pas même le bruit d'un fleuve ne peut, et là, je pense que chaque lecteur peut poursuivre un peu, selon sa lecture, la phrase. C'est comme un début de phrase. Pas même le bruit d'un fleuve, et selon la manière dont on lit le roman, on peut peut-être terminer la phrase. J'aime bien l'espace qui existe au bout de ce vers de... Oui, oui, pour moi, c'était de laisser cette ouverture, parce qu'en fait... C'est des histoires de chute et de recommencement, de résilience et de non-résilience. Et c'était un peu dans cet espace entre les deux, oui. Alors, une autre question. Considérez-vous que l'écriture romanesque et que la rencontre d'un personnage vous permet de vous reconnaître en vous-même comme une maison qui s'est faite en votre absence, selon les mots de Gaston Miron? De reconnaître donc une part d'altérité en vous-même. Est-ce confrontant d'écrire des histoires et des personnages? Je retiens peut-être la notion d'altérité. Ça vous fait ça? Vous découvrez un peu l'autre en vous durant le processus d'écriture? Ah, la question embête.
Elle est très belle. C'est une grande question. Ouais. En fait, c'est une question qui mérite réflexion. Puis moi, personnellement, j'ai fait le choix de tendre vers la fiction. C'est-à-dire que je reconnais qu'on écrit beaucoup sur soi-même et qu'effectivement, on part de soi, de ses intérêts et on construit quelque chose. Mais pour moi, le défi de la fiction, d'essayer de mettre en scène des personnages qui, finalement, ne sont pas moi et ne me ressemblent pas autant qu'on pourrait le croire, il y a cette volonté, effectivement, de comprendre l'autre ou de tendre vers autre chose et probablement de me compléter, justement, d'essayer d'agrandir, pour prendre la métaphore de la maison à soi-même, peut-être essayer d'agrandir cette maison-là, finalement, en ajoutant des pièces ou des vies qui ne sont pas la mienne. Les fenêtres. Des fenêtres, effectivement, absolument, justement, pour voir le monde autrement, au moins le temps de l'écriture d'un roman, que ça dure 1 an, 2 ans ou 3 ans, quand je suis dans la tête d'un personnage, je vois le monde autrement, puis je suis convaincu que ça m'aide à respirer, que ça donne peut-être des pauses de moi-même ou au moins une autre vision, ne serait-ce que le temps de l'écriture. En fait, je pense que c'est que par l'autre qu'on peut savoir qui l'on est. Et écrire un roman, pour moi, c'est en fait découvrir des personnages qui vont non seulement peut-être révéler des pièces de ma propre maison, mais me faire visiter leur maison à eux. Et comme disait David, dans la compréhension de l'autre, je pense que c'est un espace assez unique, singulier. On entre par la phrase dans la conscience d'un personnage. Est-ce qu'on le crée toujours si loin de soi ou par ramification, comme cet arbre dont tu parlais au tout début, l'arbre des possibles, tout ce qu'on peut être et le peu qu'on a la possibilité d'actualiser? Donc, est-ce que le personnage apparemment très, très loin de soi n'est pas relié à tel autre? Moi, je pense que tout est relié comme ça. Donc oui, c'est une manière de se visiter à travers l'autre, comme de visiter l'autre à travers soi, sans doute. Valérie, quelque chose là-dessus? Non, à part peut-être un petit exercice de thèse-antithèse, ça se passe quand on écrit les personnages. Oui, le réflexe premier est, entre guillemets, de parler de soi d'une façon déguisée. Puis après, moi, j'aime bien aller chercher un contre-pied complet et puis aller voir, si c'était quelqu'un qui pensait complètement différemment. J'aime beaucoup l'interculturel ou même les différences de pensée. Et puis, est-ce que je serais capable de me mettre dans ses chaussures ou devant sa fenêtre et de voir le monde autrement? C'est une ouverture, je pense, une ouverture, une curiosité intellectuelle de que pense l'autre dans d'autres situations. Ouais. Ça en a pris beaucoup de curiosité intellectuelle pour écrire ce roman que vous lancez cette semaine, parce que vous entrez quand même dans la réalité de beaucoup de personnages. Il y a toute une galerie. Je pense à cette jeune danseuse qui, à un moment donné, a l'impression que le destin lui sourit, mais finalement, ça ne tourne pas comme elle. Souvent, ce sont des espoirs brisés que vivent vos personnages. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais j'ai effectivement, c'est par le biais des recherches. Ce personnage qui est à Nice, l'hôtel Ruhl a existé à Nice avec un monsieur Tissier qui donnait des fêtes absolument sublimes au début du siècle. Et donc, par tout ce que j'ai pu retrouver, ensuite je choisis un personnage dans cet univers et je joue avec. Mais oui, monsieur Tissier a existé avec... ces fêtes complètement délirantes. C'est un des beaux passages du livre. Alors, après cette très longue question, une toute courte mais très belle. Quelle est la différence entre fuite et fugue, à votre sens? Entre fuite et fugue? Spontanément, je dirais c'est le degré de captivité. Je pense que fugue, je vois en tout cas rapidement quelqu'un qui est vraiment captif davantage que fuite. Une sorte d'étouffement, une sorte d'enfermement très grand. Fuite, il y a peut-être un plus grand mouvement dans ça, mais on aurait besoin de dictionnaire Robert. Oui, fugue des autres et fuite de soi-même, peut-être. Ah oui? Il y a effectivement cette notion d'enfermement dans fugue. Je dois me soustraire... je ne sais pas, à l'emprise ou à la griffe de quelqu'un d'autre. La fuite peut être pas mal plus complexe. Il y a la fugue musicale aussi. La fugue musicale, c'est quelque chose de très positif. Une fugue de Bach, c'est quand même
et on va toujours devant, on court après quelque chose, mais c'est magnifique en même temps. Ça peut aussi être positif. Spontanément, j'ai l'impression qu'avec la fuite, on a plus d'élan. Avec la fugue, on peut s'arrêter plus rapidement une fois que le danger est écarté, tandis que la fuite appelle, voilà, toujours un peu plus loin. Alors, on a le temps de poser une dernière question. Oui, on me dit que oui. Que pensez-vous du paradoxe entre le désir de fuite exprimé par certains auteurs, autrices, et la fixité de l'écriture? Je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'on entend par fixité de l'écriture. Peut-être parce que quand on écrit, on est dans une sorte d'immobilité. Oui, possible, du mais, moment de l'écriture. Mais pour moi, c'est une immobilité qui est vraiment apparente. Comme le disait David tout à l'heure, pour écrire, c'est très exigeant. On pense qu'on est là et il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais moi, en tout cas, c'est le moment où je me sens le plus en mouvement parce que là, tout bouge et en tout cas, pour moi, écrire, ça demande aussi une préparation physique. Donc, on n'est pas vraiment immobile. On est aussi dans ce mouvement-là. Est-ce que là, on est dans une fuite? Je pense que, en tout cas, dans le roman, il y a certainement une manière de vouloir aller en avant, de vouloir permettre à la phrase, au roman, de se délier, donc d'aller vraiment devant. Mais écrire, c'est aussi, à un moment donné, stopper le mouvement. Parce que tout tourne dans notre tête, tout est en... Et puis, il nous reste une petite minute, mais il faut choisir, à un moment donné, il faut trancher. Mais je pense qu'il y a aussi une forme de méditation, en fait, dans la littérature, autant dans l'écriture que dans la lecture. Si vraiment on plonge dedans, une phrase peut ouvrir un univers au complet. Donc, on n'est pas très fixe quand on se permet d'imaginer loin. Belle réponse. Valérie, peut-être rapidement, il nous reste quelques secondes à peine. Non, c'est ça. Mentalement, on est effectivement énormément en mouvement. Les autres nous perçoivent fixes, mais c'est juste une stratégie pour qu'ils nous laissent tranquilles pendant qu'on voyage. Valérie Garrel, Hélène Dorion, David Goudreau, merci infiniment d'avoir été là. Alors, Valérie Garrel, Rien que le bruit assourdissant du silence, ça sort cette semaine chez Pleine Lune. Hélène Dorion, on lit Pas même le bruit d'un fleuve chez Alto. David, on te suit dans toutes tes pérégrinations et notamment pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on lit Ta mort à moi chez Stanké. Merci à vous trois et bonne fin de salon à tout le monde. Merci Tristan. Merci Tristan. Merci beaucoup.